Voilà. Bonjour Gabriel. Bonjour Jeanne, très heureux de participer à ce 13e Live Talk, avec toujours, comme nous le faisons ensemble, un thème différent, étonnant, de chasseurs devenez gibier. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Très heureux tous les deux de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e effectivement Live Talk qui va, en fait, le thème d'aujourd'hui va se diviser en 2 parties. Il y aura une première partie qu'on va voir aujourd'hui et puis une seconde qu'on verra dans quelques semaines, comme d'habitude. Alors, pourquoi est-ce que nous avons, Gabriel, choisi le thème de chasseurs devenez gibier? Alors, nous l'avons choisi parce que c'est l'ADN de l'inbound marketing. Car l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et bien justement, pour les faire venir à soi, il faut justement ne pas être intrusif. Il ne faut pas être, comme on dit, pratiquer le marketing push. Il faut savoir séduire d'une manière indirecte, d'où le terme de chasseur devenez gibier. C'est qu'en étant gibier, ben, on attire progressivement les clients, les prospects, et on le fait d'une manière, je dirais, élégante, soft, mais tout autant efficace, parce que si on crée le lien, c'est le lien voulu volontairement par le prospect. Absolument, ce n'est pas un lien, en fait, on n'est pas dans le marketing intrusif, c'est un marketing beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus, comme tu le dis souvent, plus qui permet de créer des relations de confiance en fait à long terme avec les prospects et les clients. Alors, le 13e Live Talk est organisé par le Club Inbound Marketing, qui, comme vous le savez, est un club qui a été créé par l'agence Studio Butterfly Casablanca, qui est pionnière sur des expertises pointues. Ces expertises sont la création de stratégies de marque, l'inbound marketing à 360 degrés et le count-based marketing. Alors, nous sommes présents à Paris et à Casablanca. Et nous nous engageons en tant qu'agence à accompagner la croissance de nos clients à travers les 3 plus-values qui ont été citées tout à l'heure. Donc, à savoir l'émergence de la différence à travers la création des stratégies de marque, l'amélioration de l'expérience client à travers la création de solutions digitales. Donc, digital, quand on dit digital, c'est physique et digital, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les clients sont sur des parcours qui vont être omnicanaux. Qui vont être associés à des contenus hyper personnalisés, et puis le développement des parts de marché de nos clients à travers la création et la mise en œuvre de stratégies de count-based marketing. Et alors, notre différenciation, c'est que nous accompagnons en fait nos clients avec la mise en place de tableaux de bord qui nous permettent de savoir, de mesurer les résultats de nos campagnes ou nos stratégies et pouvoir rebondir rapidement sur les résultats et puis pouvoir apporter les modifications et les recommandations nécessaires pour que les campagnes soient très pertinentes et efficaces, plus pertinentes. Alors moi, je rajouterais que notre différence aussi et notre originalité vient que nous sommes une des très rares agences à créer vraiment la complémentarité entre l'inbound marketing et l'ABM. Et pour utiliser une image, je dirais, habituelle, sachez que l'inbound marketing a pour mission de trouver un nombre très important de poissons grâce à ses filets, et que l'ABM, parmi tous les poissons qui ont été recueillis, eh bien, choisit les plus gros pour les traiter d'une manière personnalisée. Eh bien, quand on a la possibilité d'accompagner ce que nous faisons nos clients depuis l'inbound marketing jusqu'à l'ABM, eh bien, les clients se rendent compte de cette stratégie qui devient très personnalisée à la suite, justement, de ces 2 philosophies marketing. Donc, le club, nous l'avons créé en début d'année pour s'adresser à nos clients, qu'ils soient basés à Paris ou à Casablanca, ou en tout cas partout. Sa mission, c'est d'établir justement des liens entre les cadres dirigeants du marketing, des sales, de la communication, du digital à travers les différents événements qu'on organise. Bon, on le sait très bien aujourd'hui, le digital a cassé les silos qu'il y avait entre les différentes fonctions par le passé. Durant ce live talk, qui est une première partie de ce thème de chasseurs devenez gibier, nous allons en fait vous présenter les 5 premières lois de l'inbound marketing à 360 degrés comme nous les avons imaginées. Donc, il y a la première loi qui va être le positionnement différenciateur, la deuxième qui va être la création de la plateforme de marque, la troisième, la création de la stratégie digitale, la quatrième, l'hyper-personnalisation du contenu,
Et puis la cinquième, ça va être la mise en place d'un tableau de bord d'indicateurs de performance. Alors, vous voyez déjà que si vous adoptez ces 5 lois, ces 5 critères, eh bien, vous disposez d'une stratégie de communication déjà très performante parce que vous partez d'un positionnement, c'est-à-dire de votre identité de marque, vous l'associez à une plateforme, c'est-à-dire que vous avez tout le contenu, je dirais, fondamental de votre marque, vous l'associez à une stratégie digitale très maîtrisée et aujourd'hui, comme on va le voir, vous avez la possibilité d'hyper personnaliser le contenu, ce qui rend encore plus performant votre relation avec un client. Et puis, comme l'a dit Jeanne, il est intéressant, il est obligatoire d'avoir des tableaux de bord pour pouvoir justifier de la crédibilité, de la validité des actions que l'on mène, avec justement cette, j'allais dire, cette obsession test and learn, c'est-à-dire que effectivement, il est bon de pratiquer des tests et puis d'étudier si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Alors, le premier point, c'est le positionnement différenciateur. Alors, avec Gia, nous avons l'habitude de dire, or, la différence, point de salut. C'est indispensable de trouver une démarche pour positionner de manière différente. Le positionnement aujourd'hui, et c'est notre originalité avec Jeanne, n'est pas basé obligatoirement sur le besoin, mais comme Jeanne va le montrer, sur les désirs. Eh bien, nous pratiquons vis-à-vis de nos clients ces 4 fonctions: pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Vous allez voir des campagnes qui, ayant adopté ces 4 valeurs, eh bien, sont différentes. Alors, si je peux me permettre, effectivement, vous connaissez tous la fameuse pyramide de Maslow qui a fait, je dirais, florès sur les bancs des universités, des écoles. Combien d'étudiants ont dû apprendre par cœur la pyramide des besoins qui avait toute son utilité, puisque vous voyez, on part des besoins physiologiques jusqu'à les besoins de s'accomplir. Eh bien, moi, je me suis permis d'imaginer que comme il faut aller plus loin que les besoins pour être différent, eh bien, j'ai imaginé la pyramide des désirs. Et si vous commencez justement par mettre l'accent dans vos campagnes sur le désir d'inattendu, puis le désir d'émotion, pour continuer jusqu'au désir de valorisation de soi, vous êtes obligatoirement différent. Et, last but not least, vous devenez désirable. Voilà. Donc voilà un exemple d'une phrase d'Henry Ford formidable. Alors Henry Ford, il était en train d'étudier la création d'une voiture qui est maintenant, enfin qui a été très connue dans les années 30, qui s'appelait la T2. Et il faut savoir que la T2 jusqu'à aujourd'hui est la voiture qui a été le plus vendue dans le monde. Tous les Américains avaient une T2, alors que si il avait essayé de faire une petite étude pour savoir les comportements, les tempéraments de ses clients, eh bien, les gens disaient, oui, ben voilà, nous aimerions avoir un cheval plus rapide. Donc, vous voyez que si vous mettez, je dirais, l'accent sur, comme je l'appelle, la politique du rétroviseur, c'est-à-dire que vous n'étudiez que les besoins de vos clients, eh bien, vous obtenez quelque chose d'assez neutre ou d'assez fade. Eh bien, c'est par l'offre qu'on suscite la demande et non l'inverse. Et là, votre sens de l'innovation vous placera parmi les meilleurs. Alors, il y a une méthode. Il y a une méthode que nous adoptons avec Jeanne, qui est la méthode du positionnement. Comment trouver ce positionnement qui vous différencie, qui vous donne justement cette plus-value différenciatrice? Ben, nous allons vous proposer une démarche. Voilà, alors si nous avons le plaisir de vous avoir comme client, Jeanne et moi, nous vous proposerons de passer par ce mapping de positionnement. Alors, c'est quoi ce mapping de positionnement? C'est le fait de trouver pour votre société non pas un positionnement, mais 4. Et pourquoi 4? Parce que quand on regarde tous les positionnements de plein de sociétés, on se rend compte qu'il y a toujours, souvent, un positionnement affectif, un positionnement rationnel, un positionnement nombriliste, un positionnement altruiste. Eh bien, au lieu de faire des choix préalables à l'action de communication, nous vous suggérerons d'étudier les 4 positionnements.
c'est-à-dire aussi bien un positionnement affectif, rationnel, nombriliste, altruiste, selon ces 4 territoires. Alors, vous voyez, le territoire A, c'est vraiment le positionnement très rationnel. Le territoire B, c'est un positionnement rationnel, mais qui répond aux désirs de vos clients. Le territoire C, c'est un positionnement affectif qui met vraiment l'accent sur la personnalité de celui qui achète ou qui vous consulte. Et le territoire D, c'est un positionnement plus nombriliste qui met l'accent sur la valeur interne de l'entreprise, on pourrait dire sur la marque employeur. Alors, je donne juste un exemple facile pour vous montrer que c'est intéressant de mettre l'accent sur ces 4 positionnements pour, in fine, en choisir un parmi les 4. Alors, le territoire A, par exemple, imaginons que Renault ait inventé une nouvelle Capture, une nouvelle voiture Renault, un nouveau 4x4, avec comme plus-value, à bas l'avarice, on va dire avec 9 airbags et une calandre en or massif. Eh bien, si vous êtes dans le territoire A pour trouver le positionnement, vous allez dire choisissez la Capture, car c'est la seule voiture sur le marché qui dispose de 9 airbags et d'une calandre en or massif. Quand vous êtes dans le territoire B, vous ne dites pas la même chose. Vous parlez de l'avantage obtenu par l'utilisateur, par la voiture, par le produit. Alors, à ce moment-là, il suffit de dire achetez cette nouvelle voiture, cette nouvelle Capture, car c'est la seule qui vous apporte autant de sécurité avec un look avant-gardiste. Dans le territoire C, c'est toujours la personnalité de l'acheteur qui est mise en avant. Ici, vous direz achetez cette nouvelle Capture car c'est la seule qui vous permettra de vous prévaloir d'une personnalité attachante, différente, axée sur la recherche de la sécurité et sur la volonté d'être un artiste. Et puis, dans le dernier cas, on parle à ce moment-là marque employeur de la société elle-même et on pourrait dire achetez cette nouvelle voiture car c'est la seule qui a été construite avec autant de passion par les ouvriers, les ingénieurs et la direction de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'avec une prestation ou voilà, un produit, vous pouvez avancer sur 4 territoires. Quel est le positionnement à choisir? À votre bon cœur, c'est en fonction de votre affinité, de l'étude du marché, de la concurrence, etc., etc. Vous en choisissez un parmi les 4 qui devient le positionnement ombrelle et les autres s'adaptent à chacune des cibles, disons, considérées. Absolument. En fait, et ce positionnement, on le travaille en co-création avec nos clients, c'est-à-dire qu'on va présenter tout ça dans le cadre d'une réunion de co-création pour leur montrer les différents territoires et c'est ce positionnement qui va être au cœur de la plateforme de marque. Et c'est ce positionnement en fait qui va être l'ossature de toutes les campagnes marketing et communication qui vont être déployées par la suite et qui vont permettre d'avoir en fait une cohérence d'ensemble dans les actions digitales, dans les actions de communication qui vont être menées. J'ajouterais que le positionnement vraiment devient votre compagnon de route pour illustrer tous les aspects vidéo, articles, rédactionnels, mise en page. Et donc, ça devient votre guide pour asseoir la cohérence de votre message. Voilà. Et je rajouterai aussi un autre point, un dernier point, c'est qu'un positionnement n'est pas figé. Il peut évoluer en fait en fonction de l'évolution de la conjoncture, en fonction de l'évolution du comportement des consommateurs, des clients, de la concurrence. Donc, au bout de 4-5 ans, et ça vaut le coup d'aller revisiter le positionnement pour le mettre à jour, pour l'affiner et pour le rendre en fait à l'ère du temps. Alors, un exemple, nous avons comme client Kaitso Solutions. C'est une société de formation et c'est une société qui a pour atout professionnel de vous libérer totalement de tous les aspects administratifs. C'est une société de formation qui dispose en France de Calliope, c'est-à-dire du label de référence, et ils disent aux gens formez vos collaborateurs, nous nous occupons vraiment de tous les aspects administratifs qui existent dans notre univers. Eh bien, nous avons trouvé ce slogan, KXO Solutions à fin libre, mais je veux vous faire remarquer que les rubriques de la barre de navigation n'est pas des rubriques, je dirais, neutres. Souvent, il y a écrit notre plus-value, notre différence, qui nous sommes. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit
Je suis une organisation de formation, je suis une agence, je suis une association. C'est-à-dire qu'on a adopté la démarche de mettre l'accent sur le jeu, JE, c'est-à-dire de se mettre à la place vraiment de vos clients et d'en faire même des ouvertures de rubriques. On est vraiment dans l'obsession client. D'autres exemples? Alors, autre exemple où l'émotion domine. Voilà une autre société qui s'appelle Orga Ortho, qui s'adresse aux orthophonistes. Et cette société également a pour mission de tout faire pour libérer l'orthophoniste de ses activités administratives, les relations avec l'hôpital, les relations avec les médecins, les relations avec l'État. Et au lieu d'avoir une démarche rationnelle de dire Orga Ortho, eh bien, nous occupons de tout l'administratif, nous avons trouvé un positionnement affectif. Vos patients méritent votre passion. Donc, vous voyez que cette recherche en co-création, comme l'a dit Jeanne, a permis ensemble avec le client de trouver une démarche tout à fait originale qui va devenir l'axe de tout le discours, de tous les messages, de tous les articles de cette société. Mais vous voyez apparaître ici des signatures. Toute signature, selon nous, doit engager. C'est terminé le style, la société, j'allais dire, Arthur, le leader de ceci ou de cela, la passion de ceci ou cela. Non, vous voyez que toutes les signatures que nous avons trouvées avec Gian, emballez vos clients, parce que Flexico, c'est un des leaders européens de l'emballage. Soyuz, qui est un des leaders de l'intelligence artificielle, a dit « The answer », on l'a trouvé, « is in the question ». Et IHFB, qui est un institut hospitalier, pour montrer qu'ils vont bien au-delà du soin, vous comprendre. Donc, vous voyez que toute signature doit, selon nous, avoir pour vocation d'engager la société vis-à-vis de ses clients. Voilà, et toute la stratégie de marketing et de communication va être déclinée du positionnement qui va être retenu dans le cadre de ces réunions de co-création et de la ligne éditoriale qui va être indique de ce positionnement. Quand on parle de ligne éditoriale, ça va être le ton, le style, la manière de communiquer. Alors, deuxième loi, ça va être la plateforme de marque. Une fois qu'on a travaillé, que nous avons travaillé le positionnement, on passe à la plateforme de marque. Alors, pourquoi faut-il créer une plateforme de marque? Il y a 5 bonnes raisons. Donc, créer une plateforme de marque, ça permet d'avoir une position et asseoir une identité de marque forte. Quand on va asseoir une identité de marque forte, on ne laissera plus en fait au client la possibilité de lui positionner la marque en fonction de sa perception à lui. Non, on s'affirme, on a un positionnement qui est clair, qui est différenciant, et c'est autour de cette plateforme, de ce positionnement-là qu'on va communiquer. Donc, ça permet aussi, la plateforme, elle permet d'asseoir une différenciation avec la concurrence. Ça permet de créer de la confiance et de la loyauté parce qu'il y aura une cohérence dans toutes les campagnes de marketing et de communication qui vont être menées. Ça permet d'avoir une orientation stratégique qui va faciliter la prise de décision sur les aspects marketing, communication, commerciale ou digital. Et puis, ça permet aussi de s'étendre et de se diversifier, partant du fait que voilà, il y a une marque mère. Par la suite, si la marque elle a envie de créer d'autres marques filles, des marques, enfin voilà, elle aura une base sur laquelle elle va pouvoir construire et diversifier son business. Et donc, la création de cette plateforme-là constitue, comme cela est dit, un investissement vraiment clé pour l'avenir de l'entreprise. Une entreprise durable et pérenne, naturellement. Là, nous avons des exemples de plateformes de marques solides que vous connaissez tous. Hein. Vous avez Apple qui a une plateforme, qui a une identité de marque qui est très claire, très cohérente, centrée sur l'innovation, sur la qualité des produits, sur la simplicité. C'est une marque qui crée un lien très puissant avec ses clients. On sait que tous les clients Apple restent souvent chez Apple sur du long terme, donc ils ont des délais de rétention qui sont très, 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 très importants. Et il y a une perception de marque qui est très positive. Et puis, la plateforme de marque, elle soutient son expansion dans les différents univers de produits, tels que les iPhones, les Mac, les iPads, etc. Après, vous avez Nike. Nike, naturellement aussi, c'est une plateforme de marque qui est extrêmement puissante. Elle est axée sur le dépassement de soi, sur l'athlétisme, sur la détermination. C'est une marque qui s'associe naturellement à des sportifs et des athlètes de très haut niveau.
ce qui renforce en fait la crédibilité de la marque auprès des consommateurs, de la clientèle. Et puis, cette plateforme-là a permis à Nike de devenir l'une des marques les plus reconnaissables aujourd'hui. On les voit sur tous les maillots des sportifs, sur tous les terrains, enfin, sur plein de terrains de jeu, sur plein d'événements sportifs, etc. Et là, on voudrait, et là, on a des marques aussi qu'on voudrait vous présenter qui ont eu des fois, enfin, qui ont des plateformes de marque, on va dire, solides, mais qui, au cours de leur vie, ont eu des incidents au niveau de la gestion de la marque. Vous avez la marque Volkswagen, par exemple, qui en 2015 avait été impliquée dans un scandale assez majeur de trucage des émissions de gaz d'échappement de ses véhicules. Donc, l'entreprise qui avait initialement naturellement construit sa plateforme de marque sur la base de la fiabilité, de l'innovation, ce scandale a vraiment entaché sa réputation sa réputation, on va dire. Et puis, il y a eu d'autres marques aussi qui ont eu des incidents de parcours comme PepsiCo, Tropicana, qui avait introduit un nouveau design d'emballage, ce qui a provoqué une confusion chez les consommateurs, et ça avait eu aussi des conséquences sur les ventes. Donc, la plateforme a communiqué, ce qui a eu un impact vraiment négatif sur la perception de la marque et sur le commercial aussi, sur les ventes, les sales. Alors, vous voyez que, en fait, la plateforme de vente repose sur 6 critères indispensables pour asseoir votre identité, sa vision, voilà, comment la marque s'inscrit dans le monde, sa mission, qu'est-ce que vous faites sur le marché, ses valeurs, j'aime bien de préférence appeler ça ses engagements, son style et ton, puisque une marque, c'est une personnalité, donc il y a un caractère, son ambition, et puis, nous revenons au départ, son positionnement, la différence exprimée par le positionnement. Vous voyez, pour Gian et nous, eh bien, notre différence, c'est l'inbound marketing en tête. Ça permet vraiment d'asseoir toute la cohérence de notre discours. Alors, un exemple, comme l'a dit même Gian il y a un instant, c'est qu'une marque est une famille même. C'est-à-dire qu'on commence par une marque mère, on ne garde que cette marque, mais on peut s'appuyer sur la marque mère pour créer des marques filles, et c'est ce que nous avions fait pour Pierre Fabre, car les cibles étaient des cibles de médecins, des cibles grand public, des cibles de pharmaciens, et donc nous avions créé des marques filles qui étaient évidemment parrainées, sous-tendues par la marque mère Pierre Fabre. Alors, Gian, vas-y. Après avoir fait le positionnement et la plateforme de marque, on passe à la troisième loi qui est extrêmement importante, qui est la stratégie digitale. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur le digital car tous les clients, qu'ils soient sur du B2C ou du B2B, sont sur le digital. Les gens passent énormément de temps sur le digital et il faut que les marques se positionnent dessus de manière forte et cohérente avec leur positionnement et leur plateforme de marque. Quand on travaille sur la stratégie digitale, un des éléments importants naturellement, c'est le positionnement. Et puis le second élément extrêmement important, c'est les personas. Alors, qu'est-ce qu'un persona? Le persona, c'est le profil de votre client idéal. Donc, c'est une représentation fictive du client qui va représenter un segment d'un marché spécifique. Et quand on va travailler le persona, eh bien, on va travailler en fait identifier ses caractéristiques, ses comportements, ses motivations, son parcours digital, quels sont les points de contact sur lesquels il va être au niveau digital, quels vont être les points de contact avec ce persona sur le parcours classique. Et puis, on va aussi s'intéresser à tout ce qui est ses préoccupations et ses défis. Alors, pourquoi est-ce que nous recommandons de travailler en fait le persona? Pour justement optimiser la gestion des ressources, des budgets marketing et communication qui vont être alloués aux campagnes de marketing ou de communication. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à notre cœur de cible, qu'on s'adresse à notre cœur de cible, et à partir de là, à travers ce travail de création de persona, donc un client 4, 5, 6 types de personas, et bien pour ces personas pour lesquels on va identifier le profil émotionnel et rationnel, on va par la suite en fait créer une stratégie de contenu qui va être personnalisée.
Alors, pour continuer dans ce sens, vous voyez que ce qui est important, c'est que le profil d'un persona n'est pas un profil, entre guillemets, de volume financier, de capacité à dépenser. C'est à la fois un profil rationnel et émotionnel avec, vous voyez, les différents objectifs, ses défis, ses lectures, je dirais, son parcours d'achat. Donc, on met l'accent sur à la fois la réaction affective et rationnelle du personnage. Alors, un exemple qui a très très bien marché pour un de nos clients, le cabinet Dorman. Le cabinet Dorman est un cabinet de recouvrement de créances. Et justement, pour ne pas avoir un discours générique, on a défini, vous voyez, 6 types de cibles, dont l'une, vous voyez, là, vous voyez que on appelait ça les endormis, c'est-à-dire c'est un client qui a travaillé il y a 3 ans avec la société, puis qui a laissé tomber, puis qui n'est pas revenu. Eh bien, on a défini 6 types de comportements, et pour chaque type de comportement, il y a eu une série d'emailing. Et donc, vous voyez ici, cet emailing qui est adressé à ce qu'on appelait les endormis, 4 raisons pour redécouvrir le cabinet Dorman. Donc, vous voyez, chacune des typologies, les endormis, les fans, etc., ont reçu une série d'emailing qui correspondaient au comportement de ces cibles vis-à-vis du cabinet Dorman. Alors, effectivement, ce qui est important, alors, et on l'oublie de temps en temps, c'est quand on interviewe des prospects ou des clients pour une société, eh bien, le société dit oui, mais vous allez interroger mon client, mon prospect pour telle ou telle action. Non, enfin non, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est ce qui est écrit Customer Journey. Quel est le voyage du customer, du client, sur le net? C'est-à-dire, il ne faut pas simplement voir qui va regarder un site. Quels sont les supports, les sites, les blogs qu'il a l'habitude de fréquenter. Et ainsi, vous pouvez à la fois mettre en œuvre, c'est ce que nous faisons, une stratégie évidemment dédiée aux clients, tous nos clients, mais également une stratégie d'influence pour montrer que l'on peut être présent là où votre client se trouve d'une manière aléatoire ou d'une manière régulière, mais qui ne traite pas obligatoirement de votre sujet central. Alors ici, sur justement ce que tu viens de souligner, Gabriel, en fait, quand on s'adresse, quand on questionne, quand on interviewe les clients de nos clients, on arrive en fait à détecter beaucoup d'insights et beaucoup de points qui ne sont pas forcément communiqués à l'équipe commerciale, à l'équipe marketing, enfin même à l'équipe commerciale qui est tout le temps en contact des clients et qui est sur le terrain. Il y a vraiment des choses qui ressortent parce qu'on intervient en tant qu'indépendant. Donc, il y a une neutralité qui permet en fait à ces personas ou à ces représentants de ces personas de communiquer d'une manière beaucoup plus ouverte, on va dire. Alors, vous voyez que c'est la suite logique dont a parlé Jeanne. L'expérience client est 100 fois plus important au départ que le produit roi, car c'est le client qui doit effectivement exprimer son désir et il est indispensable de le connaître. Donc aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, nous sommes partis des 4 P, hein, c'est vraiment la Bible, hein, Product, Place, Price, Promotion, qui laisse la place, du fait de l'importance de l'expérience client, au SAVE, qui est une démarche qui a été inventée aux États-Unis, solution au lieu de produit, donc effectivement, c'est la solution qui est plus importante que le produit lui-même, l'accès, parce qu'il n'y a pas qu'une distribution, je dirais, dans les magasins. Aujourd'hui, vous pouvez évidemment obtenir un produit par Internet, par le drive, par les magasins. Value au lieu de price, c'est-à-dire quelle est la plus-value apportée par le produit. Et l'Américain a parlé d'éducation. Je trouve que c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, nous avons comme rôle, enfin toute entreprise a pour rôle de éduquer, entre guillemets, ses clients dans le sens où il y a à la fois une éthique, une plus-value industrielle et un comportement même RSE, environnemental. Donc le mot éducation a plus de sens, selon moi, que le mot promotion.
Donc, ces 4 P qui sont devenus, enfin dont tu as parlé, qui sont complétés par le modèle SAFE, permet d'avoir une expérience client vraiment optimisée. Et donc là, nous avons eu un exemple assez intéressant qui avait été un exemple de la marque Starbucks, qu'on connaît tous, chez qui on achète notre café. Elle avait développé justement une application pour permettre à ses clients de gagner du temps. Et enfin, c'est une application click and collect, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils commandaient leur café, ils arrivaient en magasin, dans le shop, le café était prêt, ils étaient servis rapidement et en fait, en passant par cette application, ils cumulaient des points qui leur permettaient de gagner des étoiles et des boissons gratuites. Donc là, on est vraiment dans des solutions digitales qui permettent de faciliter le parcours client et de créer une expérience client omnicanale intéressante. Alors, aujourd'hui, la stratégie digitale, si vous le voulez bien, eh bien, relève du parcours d'achat et du parcours de comportement du prospect. Et alors, ce sont des entreprises américaines. Je peux vous dire que l'entreprise, c'était Procter Gamble, qui a imaginé ce parcours selon ces 3 terminologies, TOFU, MOFU, BOFU, top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel, avec justement, nous le proposons, c'est que lorsque nous conseillons nos clients, pour chacune des étapes, nous proposons un certain nombre d'actions. Donc là, ce n'est pas limité, mais nous avons mis quelques actions que nous privilégions. Pour le TOFU, c'est au départ, c'est-à-dire rechercher l'attrait, l'intérêt du client. Le MOFU, pour le convaincre de la solution proposée. Et le BOFU, bottom of the funnel, c'est au niveau de la décision et au niveau aussi de la récompense, quand je dis la récompense, de la valorisation du client qui doit se dire, quand je viens d'acheter ce produit à ce client, à ce fournisseur, j'ai fait le bon choix. Exactement. Et sur les différentes étapes, on a des actions et des moyens, enfin des outils digitaux qu'on va mettre en place, comme tu l'as dit, Gabriel. Donc sur le top of the funnel, il va y avoir le site, le blog, les réseaux sociaux, les pages de réseaux sociaux qui vont être là. Sur le middle of the funnel, il y aura des landing pages, des stratégies de réseaux sociaux, du brand content, et sur le beau il y aura de la personnalisation et des programmes de wow. C'est ce qu'on vient de dire. Après, sur la stratégie digitale, on va passer, en fait, l'objectif sur la stratégie digitale, c'est d'attirer du trafic qualifié, c'est-à-dire les personas, les convertir et puis, in fine, fidéliser. Donc ça peut se faire à travers 2 stratégies. Une stratégie inbound qui va être organique, donc ça va être des internautes qui vont rentrer et qu'on va pouvoir en fait, capter tout au long du tunnel, à clients et ensuite en fait les garder, les fidéliser. Et puis on peut booster souvent les campagnes inbound par des campagnes outbound pour pousser un peu la marque ou la campagne grâce à du sponsoring de posts sur les réseaux sociaux, sur de l'emailing, sur des programmes d'affiliation, du display, etc. Alors, un exemple où nous sommes très sensibles, Gian et moi, c'est comme je vous l'ai dit, nous refusons quelque part de dire vous, ou de dire surtout nous, parce que ça c'est nombriliste, mais même vous, en disant vous avez besoin, vous souhaitez. Non, on se met à la place du client. Je veux gagner plus quand je le décide. Voilà, c'est un site qui s'adressait aux collaborateurs de sociétés de retail pour les inciter à travailler un peu davantage. Eh ben, je veux gagner plus quand je le décide. Conclusion, une belle rencontre, la police et la société dont nous avons assuré la création du site et la création de sa campagne de collaboration, de communication. Donc, vous voyez que je veux gagner plus quand je le décide, une belle rencontre Laponie, et ensuite les atouts Laponie. Mais on utilise le jeu comme un élément fondamental de la relation de communication. Alors, donc, après avoir vu les 3 premières lois, il y a la 4e qui est vraiment, ce qui est extrêmement aussi importante, c'est la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation du contenu. Alors, quand on crée du contenu sur des campagnes marketing ou de communication, en fait, ce contenu, on ne le crée pas comme ça. Il doit répondre à un certain nombre d'objectifs.
les objectifs qualitatifs qui ont trait à la notoriété et à l'image. Donc, la notoriété, c'est pour permettre à la marque de se positionner dans le top of mind des clients. Et l'image, et il y a le deuxième indicateur qui est celui de l'image. Et donc là, l'idée, c'est de créer une réputation qui va être positive pour la marque. Après, le contenu va répondre aussi à des objectifs quantitatifs, à savoir le nombre d'audiences qui va être touché, l'engagement de l'audience avec le contenu qui va être créé, et puis, in fine, la conversion. L'idée, c'est de créer du contenu pour pouvoir attirer des internautes et des contenus en ligne, puis en client et ambassadeur de la marque. Pour tout ça, il y a tout ça, on a des indicateurs par la suite qui permettent de noter justement le succès des campagnes qui vont être menées. Et donc, vous voyez que le positionnement est l'élément fondamental, je dirais, de toute la structure de communication, parce que le contenu de marque doit être cohérent avec le positionnement, avec l'identité de marque et avec le voyage du client dans sa recherche d'information. Et donc, sur le funnel de conversion, on a la stratégie de contenu qui va aussi, qu'on va retrouver en fait sur tout le funnel, sur les différentes phases, le tofu, le mofu, le mofu, le lofu. Et dans chaque phase, on a un objectif. Sur la première étape, ça va être de la découverte de la solution du produit ou du service, que l'on soit en B2B ou en B2C. La deuxième, ça va être un objectif, ça va être un contenu qui va permettre en fait à l'audience de considérer l'offre. Le troisième objectif, la troisième étape qui est le mofu va permettre en fait, de répondre à un objectif de ça va être en fait utiliser les contenus dans le funnel. Et donc, vous voyez que ces 4 étapes constituent vraiment le fil rouge du parcours client et le fil rouge de la communication. Donc, lorsque nous accompagnons des clients, nous avons des réunions sur la découverte, sur la considération, sur la décision et sur la fidélisation. Et ainsi, nous maîtrisons avec, bien sûr, notre client en co-création, les 4 étapes indispensables à la relation de confiance entre le client et son fournisseur. Alors, ce qui est important dans inbound marketing, c'est un élément clé. Quelquefois, je pense qu'il faut mettre, ce serait intéressant de mettre cette slide en tout premier, car tout repose sur une stratégie d'appât. Comment attirer de manière soft, de manière volontariste pour le client, ceci, et alors, effectivement, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, vous avez 3 étapes. La sensibilisation, bon, le prospect doit être intéressé, et la considération, donc il faut montrer que la société prend cas des besoins et des désirs de tel ou tel client potentiel, et puis celui-ci prend la décision de collaborer avec telle société. Donc, ces 3 étapes, sensibilisation, considération et décision, participent du succès de votre entreprise et devient un élément clé de la recherche de messages pour le contenu de marque. Alors, c'est encore dans, vous voyez, l'inbound marketing, on avait déjà vu ça il y a quelques minutes, c'est que l'émotion, là, participe de la personnalisation. Vos patients méritent votre passion. C'est beaucoup mieux que de dire, orga ortho, nous nous occupons de tout l'administratif. Alors, sur l'inbound marketing, voilà. C'est là-dessus, vous voyez, je coupe Gian, il écrit « Je m'épargne les tâches réparatives ». Donc, c'est toujours orga ortho, mais elle se met à la place, cette société se met à la place de son client potentiel. Sur l'ABM, on a la démarche d'ethos. Oui, dans le domaine de l'ABM, nous vous suggérons d'utiliser l'ethos que vous retrouvez dans un livre que j'ai coécrit avec Laurent Olivier. C'est la méthode ethos. C'est simple, c'est clair, c'est pragmatique, c'est suivi et il y a 5 étapes. Et ben, je vous invite à les mettre en œuvre. Alors, on a utilisé le mot ethos parce que c'est un mot grec qui veut dire comment se valoriser vis-à-vis d'autrui. Ben, c'est exactement ça. Vous avez à valoriser d'une manière, je dirais, humble, d'une manière
efficace, d'une manière cohérente, d'une manière pertinente votre activité. Et nous vous proposons l'ethos. Alors, je te laisse, Jeanne, approfondir ces 5 points. Alors, l'ethos, c'est en fait le contenu ça va être le premier contenu qui va être envoyé au client et son objectif va être d'étonner. Et donc là, pour revenir en fait sur la démarche d'hyper-personnalisation, ici, nous avons des cas, par exemple, pour vous les montrer. On a eu un cas d'intégration de l'IA dans le choix des séjours touristiques. Non, notre volonté, ça a été, et ça a été très apprécié, c'est que l'office de tourisme, vous en connaissez, vous allez voir un office de tourisme, et puis votre question, c'est de dire, alors bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai 2 jours devant moi, qu'est-ce que je peux visiter? Alors, l'office de tourisme devient un hypermarché de monuments. Ah, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, et vous êtes paumé. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez hyper personnaliser votre recommandation. Comment? En adaptant les paysages aux touristes et pas l'inverse. C'est curieux ça. Et comment? Eh bien justement, en posant un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a quelques questions, JN, qui a été mise en avant? Je ne sais pas. Non. Voilà, donc vous voyez, c'est qu'on pose un certain nombre de questions aux touristes, ce que fait l'office de tourisme, et en fonction des réponses du touriste, il y a un logiciel initié par l'IA qui vous donne un programme sur 2 jours, 3 jours, enfin, en fonction du nombre de jours que vous utilisez pour être dans telle ou telle région. Et dans le cas de notre client, il voulait mettre en avant, valoriser les gorges du Verdon, qui est un endroit magnifique en France, extraordinaire. Eh bien, justement, ils ont posé avec notre soin quelques questions aux touristes. Le logiciel les a intégrés. Et quand on a demandé au logiciel, alors quel est le programme que vous nous proposez en fonction du nombre de jours, en fonction du style, en fonction des moyens dont vous disposez, eh bien, l'IA a sorti un programme précis. Voilà ce que vous allez faire lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, avec justement la possibilité de montrer que l'office de tourisme du Verdon eh bien, était très adapté à la personnalité spécifique du touriste qui venait se renseigner. Voilà. Autre cas, je vous propose avec Jeanne vraiment d'adopter la politique du manifeste. Parce que le manifeste, c'est l'expression la plus simple, la plus rapide, la plus concrète, la plus pertinente, la plus rapide de souligner votre positionnement. Vous faites un manifeste avec, vous voyez ici dans le cas de Laponie, 10 engagements, vous en faites 8, ou 5 valeurs, ou 5 engagements, mais vous les traitez avec une volonté de répondre aux désirs de vos clients. Et donc, vous voyez ici nos 10 engagements pour ne plus faire attendre vos clients et enchanter vos collaborateurs. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur Laponie aujourd'hui, mais ils sont devenus une telle licorne, je peux vous dire, qui sont entrés dans le groupe CGDIM RH et effectivement, ça a été une victoire extraordinaire de la créatrice de cette société qui ne s'attendait pas à un tel succès. Bon, après, il y a eu d'autres campagnes ABM que nous avons élaborées pour Atos, où on a envoyé un contenu extrêmement personnalisé en fonction du secteur d'activité du client et en fonction de la cible et qui ont permis d'avoir des retours de campagne très intéressants. Donc, Atos, il y a eu cette campagne. Une autre campagne encore, vous voyez, mais ça c'est au niveau du ton, du style. Voilà une société, Maison du Cerf, qui fait des déguisements, entre guillemets, et à des prix très élevés. Ça s'adresse aux gens de Dubaï, ça s'adresse à l'Arabie Saoudite, ça s'adresse à des pays très riches. Mais si on avait gardé la terminologie déguisement, on n'aurait pas eu de succès. Non, on a parlé de collection, on a parlé de costumes, on a parlé d'une nouvelle ère de l'habillement. Et là, par exemple, notre agence avec Jeanne avons élaboré toute une série d'articles pour faire rêver le petit garçon ou la petite fille et décrire que son rêve était devenu réalité. Ce qui n'est pas vrai. Mais effectivement, on a transformé son esprit en s'appropriant le déguisement, le costume qui lui convenait. Et là, c'est un costume russe. Et on a fait rêver la jeune fille en lui montrant qu'elle pouvait être au café Pouchkine
à Moscou, et en s'adressant bien sûr aux parents. Alors, la dernière loi, la plus aussi, qui est extrêmement importante, c'est une fois que nous avons mis en fait tout ce positionnement, cette plateforme de marque, cette stratégie digitale avec les outils qui vont avec et cette stratégie de contenu personnalisée, voire hyper personnalisée si on est sur des stratégies ABM, on doit pouvoir mesurer en fait les résultats de la campagne. Alors, pour ce faire, il y a un certain nombre d'indicateurs que nous allons mettre en place. Les indicateurs, c'est quoi? Ça va être en fait des unités de mesure qui vont nous permettre de savoir quel va être le niveau de progrès sur les aspects importants qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité de la campagne en fonction de la nature de la campagne et en fonction du secteur d'activité, évidemment. Donc, ce sont en fait c'est des clignotants, ça va être des éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions rapidement et de, comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, de pouvoir décider de manière très rapide et très agile et faire le test and learn. Alors, nous proposons un certain nombre d'indicateurs en fonction naturellement des clients avec lesquels nous travaillons. Il y a des indicateurs qui vont porter sur la réputation, sur les relations avec les clients, sur les revenus qui vont être générés des campagnes, puis il y aura d'autres types d'indicateurs. Et tout cela, par la suite, en fait, on le customise en fonction de la campagne, en fonction du secteur d'activité et en fonction de la nature la nature du client. Par exemple, sur l'image ou la réputation, ça va être le nombre de personnes qui vont être touchées, ça va être le nombre de visites sur le site web, ça va être les taux d'engagement, enfin, qui va liker, qui va partager, qui va commenter, ça va être la portée organique, en fait, des posts que nous allons lancer. Sur les relations, ça va être le nombre d'abonnés et de followers qui vont s'inscrire, qui vont s'abonner aux pages de réseaux sociaux. Ça va être le nombre de leads qualifiés qui vont être générés. Ça va être les taux de conversion de taux FU, c'est-à-dire de visiteurs à lead ou de lead à client. Donc là, on est sur vraiment des indicateurs de relation. Après, sur les revenus, en fait, qui est le nerf de la guerre, finalement, ça va être par exemple les cycles de vente. Si on est sur le B2B, on aura des cycles de vente qui vont être beaucoup plus grands que si on est sur un marché B2C. Ça va être le coût par lead, ça va être le coût d'acquisition du client et ça va être les revenus, par exemple, qui vont être générés par canal. Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, vont nous apporter plus de revenus, plus de leads et plus de clients? Par exemple, une campagne d'emailing, une campagne de e-press ou une campagne de relations presse, etc. Donc voilà, ça, ce sont des tableaux de bord qu'on met en fait et qui vont accompagner toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour nos clients et qu'on va suivre de manière très régulière avec les équipes clients parce qu'on met en place aussi, sur la manière d'intervenir, on essaie de mettre en place des comités inbound marketing pour justement permettre à nos clients de s'approprier nos démarches et de pouvoir qui nous permettent aussi à nous de leur transférer nos compétences. Voilà, pour finir, il faut savoir que l'inbound marketing, c'est un marketing d'aujourd'hui qui est important et qui est intelligent parce qu'il va permettre de générer plus de leads, parce qu'il va permettre d'avoir nous permet d'avoir plus de visibilité et ça va permettre de mieux fidéliser les clients. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le marketing qui va être intrusif. On est vraiment sur un marketing que le client va venir, sur des solutions qui vont être là, qui vont être et un contenu pertinent, éducatif. Et c'est pourquoi nous vous suggérons d'adopter ce que nous faisons maintenant très souvent, les trois bibles entre guillemets du marketing, l'inbound marketing, l'ABM et le cross hacking, c'est-à-dire la recherche des leads. Voilà, et donc comme vous le savez, comme l'a si bien dit Jeff Bezos, la marque, c'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce. Donc cette marque, il faut la nourrir, il faut lui donner une plateforme, il faut lui donner un positionnement différenciateur, il faut mettre en place une stratégie digitale, un contenu, mettre en place des tableaux de bord pour pouvoir justement la faire fleurir et la durabiliser. Alors, au niveau de l'agence, comment est-ce qu'on intervient? Nous intervenons à travers une démarche qui est unique, qui est propre à nous, qui est une démarche de co-création. Je pense qu'on en a parlé moi tout à l'heure, une démarche de co-production ou une démarche de co-pilotage. Alors, sur la co-création, que ce soit sur le positionnement ou des stratégies de marketing ABM ou des stratégies digitales ou des stratégies de contenu, nous faisons ça en co-création avec nos clients. Ensuite, on passe à la mise en œuvre, la coproduction, donc on passe à la mise en œuvre des actions de ces stratégies-là. Donc, ça peut se faire soit via nous, nos agences, soit via les équipes clients. Enfin, ça dépend vraiment des cas. Et puis, par contre, sur le côté,
présent pour nous assurer que tout ce qui a été élaboré au niveau stratégique a été correctement déployé et qu'il a bien pu donner les résultats qui étaient voulus atteindre. Et en fait, parallèlement à tout ça, en fait, sur toutes ces démarches-là, on met en place des comités ou des comités ABM chez nos équipes clients. Donc, qui vont être composés généralement des équipes sales, des équipes marketing, des équipes communication, de la DSI, en fonction des cas. Et on fait avec eux des réunions en fait mensuelles et puis on met en place des forces qui vont travailler régulièrement. Ce qui nous permet de vraiment accompagner nos clients dans la durée et d'optimiser en fait tous les investissements qui vont être faits, que ce soit sur le volet marketing, digital ou communication. Et ça nous je sais pas, Gabriel, je suis d'accord dessus. Ça nous permet en fait de garantir justement ce qu'on avait dit tout au début, en fait, cette redevabilité au niveau des résultats. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des stratégies et on les laisse chez le client, il peut les déployer ou pas, et ensuite il peut être frustré des résultats. On est présent tout au long. Nous croyons vraiment que la bonne création relève de cet échange entre vous qui connaissez parfaitement votre marché, qui connaissez parfaitement le produit, qui connaissez parfaitement comme on dit, les personas, et nous qui connaissons, je pense, bien toutes les stratégies qui fonctionnent, toutes les actions d'accompagnement. Et je trouve que ce mélange, cet échange, ce partenariat, eh bien, donne de très jolis fruits. Et pour conclure, eh bien, je trouve que je suis content que Jeanne, qui est marocaine, lorsque nous en avons parlé, ait agréé cette phrase marocaine qui illustre notre débat, qui illustre notre webinaire. Une main toute seule ne peut applaudir et nous voudrions applaudir avec vous à votre succès. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont pu nous suivre aujourd'hui. Et merci à toi, Gabriel. Merci à toi, Jeanne, bien sûr. Vous voyez, nous avons tenu dans les temps, nous ne dépassons jamais 1 heure parce que c'est un principe de nos webinaires. Donc, nous serons très heureux de prendre vos questions si vous en avez. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de... Nous sommes là pour vous répondre, pour approfondir vos réflexions, pour analyser vos commentaires. N'hésitez pas. Bon, visiblement, non, il n'y a pas de questions. Donc, les replays vont être disponibles sur nos pages de réseaux sociaux, donc Studio Butterfly et Studio Butterfly Casablanca. Ils vont être sur les... Vous pouvez les visionner à tête reposée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, Gabriel et moi-même. On sera vraiment très heureux de vous apporter des réponses, des clarifications, vous accompagner sur vos stratégies de positionnement ou vos stratégies marketing. Tu as dit qu'il y a un replay pour que ceux qui veulent le revoir peuvent évidemment revenir sur cette démarche. Et puis, on reste joignable. Que ce soit à Casablanca ou à Paris, on est joignable. Tout à fait. Tout à fait. Voici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de vous répondre. Et on vous donnera sûrement rendez-vous dans 2 semaines ou 3 semaines au maximum pour continuer sur ce thème de chasseurs devenez gibier. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Jeanne. Et à bientôt. Merci. Et à bientôt pour toute information que vous souhaiteriez obtenir de la part de Jeanne ou de moi-même. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.